Bonjour à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver cet après-midi encore. Nous allons continuer à parler comme à l'accoutumée du coronavirus. C'est vrai qu'on s'est arrêté un petit moment, mais on revient aujourd'hui parce que nous aurons un grand médecin sur ce plateau, Dr Ops, qui lui se bat depuis le début de la pandémie du coronavirus à créer, à voir. Et puis avec lui et bien sûr notre deuxième invité, à savoir Madame Cathy Etondé, nous allons parler de quelque chose aussi de très important. Nous parlerons évidemment de la mafia autour du médicament. Pourquoi est-ce que jusqu'ici, lorsque un Africain, lorsque quelqu'un d'autre essaye de trouver un médicament autour d'une maladie, l'OMS refuse, on dit que ce n'est pas bon, etc. Pourtant, on voit comment le médicament guérit les gens. On a le cas de Madagascar avec son médicament organique, Covid organique, qui mine de rien, est en train de faire du bien aux uns aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a justement ce problème autour? Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas enfin que chacun essaye de trouver une solution pour cette pandémie qui mine le monde? Car jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. Même en Europe, le professeur Raoult est attaqué. On dit que non, la chloroquine n'est pas bonne. Bref, on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'on veut exprès que les gens meurent de cette pandémie? On en parle aujourd'hui à cette émission. C'est vraiment crucial, c'est vraiment primordial ce que nous allons dire aujourd'hui, mais il est important quand même que nous en parlions. Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour Solange, merci encore une fois de plus pour la confiance et l'invitation. Avant de commencer l'émission, je voudrais que vous me permettiez de transmettre mes sincères condoléances à une famille, parce que depuis l'avant-dernière émission, je suis en deuil. Même quand j'arrive ici, ma famille et moi on est en deuil. On a perdu quelqu'un de cher, notre bailleur, Monsieur Henri Mandengue. Donc je voudrais transmettre mes sincères condoléances à la famille Ekoto Mandengue à Bonapriso. La semaine prochaine, je ne pourrai malheureusement pas être là parce qu'on va l'enterrer le samedi 20. Donc toutes mes condoléances à cette famille. Et bon, c'est important qu'on continue à parler du coronavirus. Parce que de plus en plus, moi je travaille beaucoup plus sur le plan mental. Et je remercie le Premier ministère qui a envoyé mon dossier au ministère de la Santé, afin qu'on essaye un peu de voir comment est-ce que nous avons travaillé dans ce domaine. Donc, je n'arrêterai pas de remercier STV parce que grâce à cette émission, nous arrivons à faire beaucoup de choses sur le plan social. J'espère que vous n'allez pas changer. Non, on ne va pas changer. On ne changera pas de toutes les façons. En tout cas, ce que je voudrais également rappeler, c'est que les cas de coronavirus sont vraiment encore avérés cette semaine. Il y a beaucoup de contamination, de plus en plus de contagion. Et on a vu la fameuse vidéo également du côté de l'hôpital central de Berthois où ils sont arrivés, on dit que non, on peut pas admettre à la morgue et une maman qui est venue malade, elle avait le corona et on n'a pas pu s'occuper d'elle, elle est décédée dans la voiture et puis il y a eu, bref, ça ne va pas, Cathy. Oui, le président je crois, du Burundi aussi est décédé des suites de corona. Apparemment sa femme aussi est encore malade et à l'hôpital. C'est vrai que ça ne va pas. Moi, j'ai une de mes filles qui travaille à une radio, si vous permettez, à la CATV. Elle a eu le corona, son petit frère aussi. Bon, sa mère a été épargnée, ils sont tous dans la même maison. Mais elle a pris les médicaments et puis elle va très bien. Et son petit frère aussi est sous traitement. Et ça veut dire que c'est réel. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent encore que c'est dans la tête. Vraiment, le coronavirus n'est pas dans nos têtes, c'est une maladie réelle. Et les gens continuent à être contaminés. Ça veut dire que nous devons prendre des dispositions, nous devons écouter des conseils, nous devons respecter les mesures barrières. Nous devons toujours, surtout aller vers les vraies informations, parce que les informations sont tellement diverses qu'on ne sait même plus où aller. Donc nous devons éviter ces fake news sur Facebook et dans le quartier et ainsi de suite et aller vers les bonnes informations. Le problème c'est que les gens disent qu'on n'a pas encore vu un Ben Sikine qui est mort de suite de Corona, on n'a pas vu une Bayamsel morte de suite de Corona, que Corona attrape seulement les gens qui sont riches. Oui, le Ben Sikine n'est pas comme Manu Dibango.
Donc, si Mamadou Dibango était une personne ordinaire comme moi, il serait mort, personne n'allait le savoir. Si Pape Diouf était une personne ordinaire, on n'allait pas le savoir. Si le président du Burundi était un mercenaire, on allait l'enterrer rapidement sans qu'on ne le sache. Mais il y en a qui meurent. Dans les familles, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Et comme ce ne sont pas des personnalités publiques, du coup, on n'est pas au courant. Qui a dit que si on va faire les statistiques, est-ce qu'on s'est rapproché du président du syndicat des bensiquineurs, par exemple, pour savoir s'il n'a pas eu parmi ses collaborateurs quelqu'un qui soit décédé? Donc ça, on ne peut pas l'affirmer. Mais s'il fallait dire encore quelque chose, Cathy, en ce qui concerne justement ce corona, qu'est-ce que vous diriez à toutes les populations qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il faut respecter les mesures barrières. Vraiment, c'est important d'insister que le corona existe. Même les enfants disent que c'est dans la tête, hein, parce qu'ils écoutent ça de la bouche des grandes personnes. Je dirais aussi qu'il y a quelqu'un, j'avais suivi l'émission dernièrement, quelqu'un disait que beaucoup d'associations prêchent plutôt, font plutôt la promotion de leur structure que de parler du corona. Parce que pendant que les uns donnent une information, les autres en donnent une autre. Il s'agit des vies. Vraiment, si on veut que nos populations soient en bonne santé, essayons un peu de nous unir, qu'on dise la vérité aux gens. Dans certains quartiers, les gens sont influencés, ils acceptent la maladie en fonction des informations que leur donne telle ou telle personne. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il faut savoir que le corona est réel et ça fait des dégâts. Il y a ma fille qui est malade, là, qui a guéri. Sa tante est morte. Hein? Elle était du côté de Yaoundé. Elle en est morte. Donc, tout le monde ne guérit pas. Si on ne prend pas de dispositions, bon, c'est vrai qu'elle avait de l'âge, elle avait peut-être des antécédents de santé, mais si on ne prend pas de dispositions, on va mourir. Il y a un autre problème, c'est que les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Et beaucoup meurent à la maison. Parce qu'on dit qu'on donne le corona à l'hôpital. Qui a dit aux gens qu'on donne le corona à l'hôpital? Je suis arrivée dans un hôpital public, j'ai eu peur. J'ai eu peur, pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas de malade. Donc je me suis demandé que mais tout ce monde est allé où? Comment ils se font soigner? Parce que si quelqu'un ne vient pas à l'hôpital, ça veut dire ça veut pas dire qu'il est forcément guéri. Ça veut dire qu'il est en train il reste à la maison quelque part parce qu'il a peur d'être contaminé à l'hôpital. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ait la bonne information. Vraiment, la bonne information est vitale. Et sur la bonne foi des uns et des autres. Parfois aussi, les personnalités politiques, vraiment, ils vont m'excuser, mais nous, on est dans le social, on voit ce qui se passe. Au moins, laisser les gens se faire soigner. Peut-être qu'après, ils vont continuer avec leur travail, parce qu'il y a trop de contradictions entre les uns et les autres. Oui. Alors, donc, on est en train de parler. Mais ce qu'on ne comprend pas, nous allons d'abord parler en attendant que le docteur Hobson nous retrouve sur le plateau en tant que... médecin. Non, on ne va pas parler en tant que médecin, nous allons parler en tant que personne simple, nous ne sommes pas personnes ressources. Comment comprendre que Madagascar a pu avoir un médicament et que le médicament apparemment sauverait des vies, mais les autres peuples refusent d'utiliser cela? Ça, comment on peut comprendre ça? J'avoue que j'ai aussi du mal à comprendre. Peut-être qu'on est habitué à utiliser des médicaments, des blancs, comme on l'appelle, je dis des médicaments des blancs pour que tout le monde comprenne. Mais moi, je pense que la médecine naturelle aide aussi. Hein. Bon, ce que je dis n'engage que moi, parce que moi, je crois autant à la médecine, comment on appelle, la médecine naturelle, à la médecine occidentale, et puis au remède de grand-mère. Parce que j'ai vu ce que ça a donné à plusieurs reprises. Je vais vous donner un exemple simple. J'avais mon petit frère qui m'a suivi directement, il avait des otites. Et à l'époque, mes parents avaient assez de moyens pour l'amener en France. Ils sont allés le soigner en France. Malheureusement, il est mort là-bas, on n'a pas pu le soigner. Moi, j'ai travaillé dans une pharmacie pendant 1 an. C'est là où j'ai compris qu'on peut soigner facilement les otites. Parce qu'il avait le pus qui sortait de ses oreilles, ça veut dire que le tympan est ouvert. Ou alors, si le pus ne sort pas, ça veut dire que le tympan est tout simplement enflé. Et mon fils a eu le même problème. Je l'ai amené à l'hôpital plusieurs fois. On a donné des antibiotiques et tout, ça n'a pas marché. Un jour, j'ai pris l'huile de palmiste.
j'ai chauffé le couteau et je lui ai mis ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est parti. Donc ça veut dire que la médecine naturelle, les remèdes de grand-mère peuvent soulager à un moment donné. Maintenant, si on a un médicament, je pense qu'on peut l'essayer. Si ça aide les populations, pourquoi pas? Bon, je ne sais pas comment fonctionne l'OMS ni les autres pays, mais ce que moi je pourrais proposer, hein, ça c'est que nous on voit ce que ces médicaments-là font dans nos familles. Si on pouvait essayer, si le médicament de Madagascar là, pouvait aider les gens, pourquoi ne pas les utiliser? Ma fille qui est malade, là, elle a utilisé des médicaments de l'évêque et elle va bien. C'est un médicament traditionnel. Mais on a l'impression qu'on chosifie cela, que l'Afrique est mal partie, on a l'impression que rien de bon ne peut sortir finalement de notre continent. Il y a tellement de bonnes choses. En matière de médicaments, je pourrais un peu m'étendre là-dessus parce que j'ai beaucoup d'exemples. Je voudrais donner un autre exemple. J'ai ma jeune sœur qui a eu des fribommes. Elle avait des hémorragies. Et à un moment donné, elle sentait tellement mal qu'elle est partie à l'hôpital. Malheureusement, elle avait l'anémie sévère. Le médecin s'est demandé comment elle a fait pour arriver jusqu'à l'hôpital. On lui avait même interdit de marcher seule. Donc il fallait que la voiture vienne la chercher à la maison pour l'amener à l'hôpital. Elle avait programmé une opération. Heureusement pour elle, comme elle a travaillé en Guinée équatoriale, les Guinéens qui viennent se faire soigner au Cameroun passent souvent par elle pour qu'elle soit leur interprète auprès des médecins. C'est comme ça qu'elle a rencontré un naturopathe qui l'a très bien soignée. Non seulement elle n'a plus cette hémorragie, le fibrome a disparu, elle va très bien, elle a repris ses activités, elle est même repartie à Yaoundé où elle vit seule. Donc ça veut dire qu'on peut valoriser notre médecine. Ne pensons pas toujours que ce qui sort de l'Afrique est forcément mauvais. Peut-être qu'il faut recadrer les choses, il faut essayer de mettre chaque chose à sa place. Mais peut-être d'autres personnes ont des exemples précis qui attestent que notre médecine est utile, elle est viable. Moi, ce n'est pas que je n'accepte pas l'autre médecine. Moi, j'ai été opérée plusieurs fois. Et ça va très bien. Et c'est comme j'avais aussi quelque chose. Hein. Parfois, c'est des choses banales qu'on néglige. Nous faisons des choses hyper importantes. J'ai mon fils qui avait des problèmes de peau. Et j'achetais des médicaments, je n'achetais pas n'importe quel savon et tout ça. Mais il avait toujours la gale. Et un jour, j'étais désespérée. J'appelle donc un ami et partenaire qui était une très haute personnalité à l'époque. Et je lui dis que je ne pourrais pas me déplacer parce que mon fils, je voudrais encore l'amener à l'hôpital. Il me dit non, achète le saboulou. Je t'assure que j'ai acheté le saboulou. Et mon fils, c'est parti. Donc, si quelqu'un ne fait pas ces expériences-là, il ne peut pas savoir que nous avons ici sur place des choses importantes. Et peut-être partout ailleurs en Afrique. Mais maintenant, comment les gens collaborent-ils ensemble? Quels sont les critères? J'avais suivi un médecin dans une chaîne de télévision qui disait qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut prendre en compte. Bon, n'étant pas médecin, je ne peux pas les énumérer, mais j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Est-ce que les médecins, les naturopathes remplissent ces critères? Est-ce qu'ils se rapprochent des autres? Est-ce qu'ils partent vers l'OMS et ainsi de suite? C'est autant de choses qu'il faut savoir. Mais moi, je peux témoigner que notre médecine parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de charlatans, mais notre médecine fait des choses importantes. Oui, mais normalement, moi je pense qu'en tant qu'Africain, ça devait être le moment peut-être pour que l'Afrique s'unisse pour une première fois autour peut-être du médicament de Madagascar, autour du médicament de Monseigneur Cléda, qui est quand même un homme de Dieu. Donc on voit un homme de Dieu qui a un médicament. Je pense qu'au moins pour lui, on aurait pu lui donner le bénéfice du doute, entre guillemets, et permettre que ce médicament puisse soigner, parce que beaucoup de gens continuent à mourir dans nos hôpitaux, alors qu'on aurait pu leur donner, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit en off qu'on refuse qu'on utilise le médicament de Monseigneur Cléda dans les hôpitaux. Ah, ça, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Le problème, c'est aussi que parfois, quand une personne dit qu'elle a le médicament, 1000 autres sortent aussi les médicaments en même temps. Finalement,
ça nous embrouille tellement qu'on ne sait plus qui est qui. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui se sont déclarées naturopathes. Chacun dit qu'il a trouvé le médicament. Est-ce qu'ils ont trouvé ce médicament? Est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé? Je ne sais pas. Mais parfois, ils sont tellement nombreux que finalement, on a du mal à prendre tout ça au sérieux. Mais je suis d'avis qu'il faut essayer, même si on a des doutes. Peut-être qu'on a des doutes. Bon, on a dit que... Oui, le problème, c'est que jusqu'à présent, la médecine conventionnelle, c'est-à-dire la médecine des Blancs, n'a pas pu encore sortir le médicament contre le coronavirus. Oui, on n'a pas de médicament. Donc, en attendant, embrouillons-nous comme ça, peut-être c'est mieux. Non, pourquoi on s'embrouillerait? Moi, je pense qu'il faut... non, je veux dire pour eux, parce qu'ils disent que c'est une embrouille, que ce que... Oui, au lieu de penser comme ça, peut-être que ce serait mieux qu'on prenne ces médicaments, qu'on essaie de les expérimenter. Ils vont donc savoir en ce moment-là s'ils sont fiables ou pas. Mais si on ne les expérimente pas, encore qu'il y a des témoignages, il y a des gens qui témoignent qu'ils ont bu ces médicaments et qu'ils ont guéri. Donc, autant essayer. Ils ont des laboratoires, ils ont un peu de tout. Peut-être qu'il faut emmener ces médicaments-là dans des laboratoires. Ça va permettre qu'on puisse savoir, qu'on puisse connaître la suite. Mais si on les juge sans avoir essayé, je ne pense pas que ce sera aussi bien. Donc, je crois qu'il faut essayer. Il y a ces médicaments qui circulent un peu partout. Au lieu de les stopper, amenons, il y a des grands laboratoires dans le monde. Amenons-les dans les laboratoires et voyons ce que ça va donner. S'il n'y a pas un autre problème derrière, je pense que normalement, on devrait aboutir à quelque chose de bien. Ouais. S'il n'y a pas un autre problème derrière. En tout cas, on va quand même se rendre compte aujourd'hui que la pandémie a pris beaucoup d'ampleur. Avant que nous ne recevions Dr Hobson, j'espère qu'il viendra parce que j'essaie de le joindre là depuis. En tout cas, il m'a promis qu'il était en route, qu'il avait un petit souci. Je voudrais savoir... Quel est votre avis, justement, aujourd'hui, sur le fait que les enfants ont repris les cours, les enfants ont recommencé l'école? Il y a un enfant qui m'a dit, quand la pandémie, quand il n'y avait que 4 cas au Cameroun, on a fermé l'école. Aujourd'hui, il y a près de 5000 cas. C'est à ce moment qu'on rouvre l'école. Et il me disait que beaucoup d'enfants vont contaminer, vont récupérer la maladie entre eux et iront contaminer leurs parents. Hier, j'apprends dans les commentaires qu'il y a une famille qui a été contaminée par l'enfant de la voisine. C'est-à-dire la voisine avait, comme les enfants sont des porteurs sains, il a récupéré, il a joué avec les enfants du voisin et les enfants du voisin sont venus à la maison et ont contaminé finalement les parents, les adultes. Aujourd'hui que les enfants ont repris les classes, et qu'on voit comment ça se passe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je pense que quand il n'y avait que 4 cas, à mon sens, hein, c'était utile qu'on ferme les écoles parce que c'est une maladie nouvelle. Personne n'avait aucune expertise, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Donc c'était trop risqué qu'on laisse ces enfants aller à l'école. Peut-être que nous tous, on serait contaminés aujourd'hui. Maintenant qu'on maîtrise plus ou moins la situation, donc je ne vois pas de mal que ces enfants partent à l'école. Seulement, il faut prendre des mesures. Moi, je suis par exemple membre du conseil d'établissement au lycée Jos. J'ai vu toutes les dispositions qui ont été prises par le lycée. J'ai vu les anciens élèves du lycée Jos de 79, de 87, et je ne sais plus quelle année, qui sont venus faire beaucoup de dons. Ils ont installé des robinets, ils ont donné des masques, ils ont donné des gels hydroalcooliques, ils ont donné tellement. Jusqu'à cette semaine encore, ils étaient là. Donc, on essaie de prendre soin des enfants. J'ai assisté il y a 2 ou 3 jours à la sortie des élèves. Les enseignants, les encadreurs sont dehors pour les amener à avoir une certaine distanciation et à porter les masques. Malheureusement, ces enfants sont désordonnés quand ils arrivent hors du portail. Parce que j'étais à l'intérieur de l'établissement, j'ai vu comment tout se passait bien. Quand ils entraient, ils se lavaient les mains et ainsi de suite. Mais dès que je suis arrivé à l'extérieur, c'était le désordre. C'est là où les problèmes peuvent commencer. Donc ça veut dire que la sensibilisation, nous devons la faire.
nous qui avons le privilège de leur parler à travers des médias, les parents doivent aussi insister que les enfants, en dehors de l'établissement, qui continuent à respecter les mesures. Et les chefs d'établissement doivent continuer à les surveiller et à les conseiller comme ils le font. Mais le problème, c'est que vous, par exemple, vous êtes à Jos, et ceux qui sont dans le primaire, ils font comment? Parce que comment est-ce qu'on va dire aux enfants du coup moyen 2, par exemple, ils ont 8 ans, parfois 7 ans, 9 ans au plus, 10 ans, que, comme vous voyez là, ne vous saluez plus, ne vous serrez plus, c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour certains, oui, mais je pense que c'est possible. Ma mère a raconté l'histoire d'une petite fille, elle avait peut-être 5 ans. Alors, elle arrive quelque part et quelqu'un a voulu saluer cette fille, une grande personne, hein, a voulu la saluer. Elle dit, ne me touche pas, tu ne sais pas qu'il y a le corona, parce que tellement on lui a parlé de une grande personne, mais le problème c'est que là, on est entre camarades de classe. C'est difficile de faire à son camarade de classe. Non, ne me salue pas, il y a corona. On est à l'école. Cela fait peut-être que tu ne connais pas les enfants là. Il y en a qui sont timides. Ça, je suis d'accord qu'il y en a qui sont timides, qui ne peuvent pas le faire. Mais il y en a aussi qui peuvent amener leurs parents, leurs camarades à comprendre. Ah, j'espère, parce que si les grands n'ont pas compris, parce que les adultes, jusqu'à aujourd'hui, roulent sans masque, sont dans les boîtes de nuit, sont dans les bars, leurs parents. C'est justement ça le problème. Je voudrais bien savoir si les enfants, eux, feront mieux que leurs parents. Je me pose aussi la question, parce que les enfants ont tendance à imiter les actes, à écouter les paroles. Parce que, comme tu es en train de dire, si les parents font le contraire, qu'est-ce qu'on va dire à un enfant? Alors qu'à la maison, le père même dit que c'est dans la tête. Il va au bar, il va dans les boîtes de nuit. C'est regrettable ce que j'ai vu sur Facebook, dans un bar. Les gens, ils s'en foutaient. Oui, moi j'ai vu un autre qui ouvre son masque ici pour fumer et il sort ça de là. Bonjour, Dr. Hobson. Bonjour. Oui, bienvenue sur le plateau. Nous sommes en train de parler de cette maladie et nous nous posons la question, avant que vous n'arriviez, je vous présente Cathy Etonde qui travaille avec le social. Donc nous avons besoin d'elle à chaque fois sur ce plateau parce qu'elle nous dit exactement comment ça se passe sur le terrain. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a Madagascar, il y a Monseigneur Cléda, il y a vous, il y a beaucoup de personnes qui travaillent depuis pour l'éradication de cette pandémie qui est la Covid-19 ou le Covid, je ne sais pas trop. Et donc finalement on se pose la question, y a-t-il une mafia autour du médicament? Là, qu'est-ce qui se passe? Vous les Européens, vous n'avez pas encore trouvé le remède. Les gens essayent de se battre de leur côté. On a docteur Didier Raoult en France qui a parlé du truc, on a dit non, de la chloroquine, non. Bref, que se passe-t-il exactement, docteur? Ben, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas le fait du hasard. Si on essaie de voir la chronologie des faits à partir de la Chine, on peut facilement constater qu'il y a eu des failles. Sinon, on ne serait pas en train de parler de cette pandémie aujourd'hui. Hein? Parce que quand on a découvert le virus, il a commencé à tuer les premières personnes. C'est-à-dire que le patient zéro, il est allé dans le marché. Finalement, on a vu qu'il y avait une contamination dans la ville de Wuhan. La Chine a décidé de fermer Wuhan seulement. C'est-à-dire qu'ils ont créé une quarantaine de la ville. Mais ils ont laissé les frontières aériennes ouvertes. C'est là où commence le problème, en fait. Et c'est pour ça que, vous voyez, l'Amérique a puni l'OMS aujourd'hui parce qu'ils considèrent que l'OMS était de connivence avec la Chine. Donc, c'est un problème qui est au-delà de la santé. Et je l'ai dit plusieurs fois parce que le virus lui-même, hein, il y a 2 prix Nobel qui ont confirmé aujourd'hui que ce n'est pas un virus naturel. Hein. Donc, si ce n'est pas un virus naturel, ça veut dire que quelque part, il y a des implications économiques énormes qui sont derrière. Il y a des gens qui voudraient créer une psychose collective pour faire peur aux gens, les faire accepter un certain nombre de mesures. Et puis toutes ces mesures qu'on propose, en réalité, on devrait avoir d'autres solutions. Et des solutions, par exemple, moi je pense une solution immunogène, c'est-à-dire qu'on essaie d'aider les gens à renforcer leur système immunitaire. Moi je suis un exemple de cela, j'ai voyagé plusieurs fois, plus d'une vingtaine de fois, pendant que les gens étaient confirmés au Cameroun, je voyageais régulièrement. Et je n'ai pas eu un mot de tête, parce que j'ai des produits que j'utilise régulièrement et qui me protègent. Donc on devrait le faire pour la plus grande partie des gens, même pour les enfants. Mais le problème c'est que, Dr Hobson, on est en train de classer
toutes les personnes qui ont créé des médicaments, toutes les personnes qui ont pensé médicaments en dehors de l'OMS comme des charlatans, comme des marabouts, comme des voyants. Du coup, ça fait qu'on a un peu peur, on tremble. Mais pourquoi on les considère comme des charlatans? Parce que c'est quelqu'un qui leur dit d'ailleurs considère comme des charlatans. Parce que, en regardant tous les faits scientifiques, l'Europe, la Chine n'a pas présenté un vaccin au monde. Mais la Chine a quand même pu contrôler la pandémie. Il n'y a plus de morts en Chine. Vrai ou faux? Bon, l'Europe a eu plusieurs morts. L'Amérique en a plusieurs. Ils n'ont pas de solution. En Afrique, où on a imaginé qu'il y aurait des millions de morts, ce serait l'hécatombe. Ce serait l'hécatombe, il y a moins de morts. Donc, ça veut dire que scientifiquement, ça n'a pas de justification qu'on dise que tout ce que ceux qui ne suivent pas la doctrine allopathique, il faut le comprendre, parce qu'il y a une différence ici entre ce qu'on appelle la médecine allopathique et la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire toutes les médecines naturelles. Donc, le problème au niveau de ça, parce que l'OMS a été créée en 1948, le 6 avril, avec pour mission de rendre caduques et illégales les pratiques de médecine naturelle. C'est-à-dire d'imposer les molécules créées par les pharmacies, qu'on appelle les molécules de synthèse. Ça veut dire qu'on prend une molécule naturelle et on crée une copie de cette molécule-là. Ensuite, on la vend donc aux gens. C'est pour ça que certains médicaments tuent aussi. Mais bien sûr, puisque tous les médicaments qui sont créés par l'homme à travers des molécules de synthèse vont toujours laisser des traces, ce qu'on appelle des dysfonctionnements, des effets secondaires. Et ils sont là qui vont créer d'autres morbidités, vont créer d'autres maladies dans le corps. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un diabétique, il va à l'hôpital, on dit, bon, il n'y a pas de solution, on ne peut pas guérir le diabète, vous allez prendre le médicament par le reste de votre vie. Chaque fois qu'il commence à prendre ces médicaments-là, ça crée des résidus toxiques dans ses cellules. Et au bout de quelques temps, ça va créer un dysfonctionnement. Il va d'abord avoir, par exemple, une faiblesse sexuelle, des problèmes de vision, il va avoir plein de problèmes qui ont été créés par les molécules de synthèse qui ont été utilisées au départ. Donc, la médecine allopathique ne guérit pas les gens. Et ça ne peut pas être médecine de la longévité. Il y a plus d'une trentaine d'années de recherches qui ont été menées aux États-Unis et qui ont prouvé que tous ceux qui vivent longtemps à travers le monde, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Si vous allez au Japon, en Chine, tous ceux qui vivent longtemps à travers le monde ont adopté la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire que la médecine des molécules biologiquement correctes, les médecines naturelles. Tout ce qui est naturel est normal, c'est-à-dire ça s'assimile avec le corps, parce que le corps, c'est la nature. Tout ce qui est artificiel vient tromper le corps, se débarrasse ce qu'on pourrait appeler des symptômes, mais ne guérit jamais. Donc, c'est la même chose qu'on est en train de voir aujourd'hui avec le Covid, la Covid-19, c'est qu'on veut nous imposer les molécules allopathiques, les molécules de synthèse. On veut nous imposer les vaccins, on veut nous imposer, au lieu de nous amener vers la nature, ce que l'Afrique a fait, aller vers la nature, et la nature va trouver une solution, parce qu'il n'y a aucun virus dans le monde, qu'il soit naturel ou qu'il soit manipulé, qui n'ait pas d'antidote naturel. Ouais. Aujourd'hui, donc, que pourrait être la solution justement pour remédier à ça? Aujourd'hui, le Cameroun est en train d'atteindre un pic incroyable, tellement de contamination, d'après les chiffres du ministère de la Santé, trop de contamination, le laisser aller. Quel pourrait être le comportement des Camerounais face à cette pandémie? Moi, je pense qu'il faut que le Cameroun se comporte comme Madagascar, qu'ils prennent leurs responsabilités et qui disent qu'on a des solutions ici, et qui essaient d'accepter ce que les chercheurs camerounais ont fait. Vous comprenez un peu? Si on le fait aujourd'hui, on va protéger le maximum de personnes. Parce que l'arrière-pays est en train d'être de plus en plus infecté, et c'est difficile d'avoir accès aux soins de santé là-bas. Donc, à un certain moment, ça va être très difficile de contrôler la situation. Donc, si on n'adopte pas ce que nous avons comme solution ici, ben on va toujours aller de mal en pire. Maintenant, si on laisse que les autres nous imposent leur manière de voir le monde, alors qu'on a des solutions, mais on est responsable de notre sort. Moi, je pense que ça doit être on doit être impliqué jusqu'au plus haut niveau. Et le chef d'État l'a dit, il faut encourager les solutions endogènes. Donc, si on encourage les solutions endogènes, ça veut dire qu'il faut les utiliser. Il ne faut pas seulement les encourager et les garder dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on parle de certains médecins qui refusent d'utiliser
le protocole de Monseigneur Clé, là, c'est quand même scandaleux. Hein? C'est quand même scandaleux que les gens sont là, ils veulent vivre, mais on vous dit non, on ne va pas utiliser ça parce que, bon, on n'y gagne pas de l'argent. C'est pas normal. Donc, c'est autant de choses qu'il faut quand même voir, faut mettre le doigt sur la plaie et dire que si ceci nous arrive, c'est parce qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités. Madagascar l'a fait, ils ont distribué leurs produits un peu partout. Oui. Et il y a de gros emplois là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le président de la République là-bas a pris sur lui Est-ce qu'il faut que les politiques au Cameroun justement se mettent derrière Monseigneur Cléda et derrière des personnes comme vous qui ont essayé de trouver des molécules, des choses qui peuvent éradiquer cette maladie? Est-ce qu'il faut que le politique soit derrière pour que ça marche? Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas le politique derrière. C'est eux qui sont le moteur. En fait, il n'y a rien qui va marcher ici au Cameroun s'il n'y a pas une implication au plus haut niveau et si ce n'est pas suivi. Parce qu'on peut dire quelque chose et après, il n'y a pas le suivi. Donc, il faut absolument qu'il y ait des politiques. Il faut également qu'il y ait une rigueur dans l'application de ce qu'on prend comme décision. Donc, si on ne le fait pas, il n'y aura pas de résultat. Moi, j'ai la grâce aujourd'hui de soigner les gens que je n'ai jamais rencontrés, qui sont un peu partout éparpillés dans le pays et qui me disent merci, merci, parce que parfois, dans les zones, au nord, à l'extrême nord, j'ai eu plusieurs cas où des gens me disent on m'a fait le test. Il y a des gens qui ont fait le temps que le résultat arrive, il était déjà décédé. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, quand ils appellent, ils ont les produits qui sauvent leur vie. Donc, sans même que les gens ne se rendent compte, c'est ce que nous essayons de faire. Parce que moi, ma mission, c'est de chercher, trouver des solutions. Et j'en ai cherché plusieurs fois. Avec la crise d'Ebola, j'avais trouvé une formulation. Avec le sida, ainsi de suite. J'ai plusieurs produits que j'ai développés. J'ai toujours été là pour trouver des solutions aux pandémies qui peuvent frapper l'Afrique. Donc, ce n'est pas la première fois que je le fais. Et je vais continuer à le faire. Hein, tant que Dieu me donne le souffle, je le ferai. Je n'aurai pas peur, ou je n'aurai pas l'interprétation ou alors l'influence occidentale qui vient nous faire croire que ce que nous faisons ici n'a pas de sens alors qu'on est en train de sauver les vies. Ils attendent quoi? Parce que si vous maîtrisez la science, vous maîtrisez la médecine, vous ne pouvez pas perdre 130 000 personnes en 3 mois pendant que les autres sont en train de sauver les vies et vous racontez aux gens que non, vous êtes plus fort que les autres. Non, ça n'a pas de sens. Oui. Mais finalement, comment est-ce que les choses peuvent marcher? Est-ce que c'est... Je vous pose la question, est-ce que c'est parce que les pays africains sont faibles économiquement parlant, faibles économiquement parlant, qui ne peuvent pas se décider, par exemple, de dire non à cette mafia parce que s'ils le font, peut-être qu'on va couper des choses comme ça. Moi, je pense plutôt que c'est une aubaine, c'est une opportunité pour l'Afrique de sortir de l'ornière. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'OMS, vous voyez que même l'Amérique, et je ne dis pas l'Amérique, mais le président américain a coupé les vivres à l'OMS et a retiré l'Amérique de l'OMS. C'est une chance pour l'Afrique. Si les présidents africains se mobilisent aujourd'hui et créent un front commun, je pense qu'ils vont surmonter toutes les menaces de l'OMS. Parce qu'on a au moins un leader aujourd'hui. L'homme le plus puissant au monde est de notre côté. C'est vrai. Donc, si on rate cette secours, c'est fini. C'est fini. Parce que lui-même, il est sorti de l'OMS. Non, il est sorti. Si on ne le fait pas, c'est fini, là. C'est fini. Ça, c'est notre dernière chance. Si on ne le fait pas, c'est fini. On ne le fera plus jamais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Cathy? Bon, ça, comme le docteur Falteman vient, il maîtrise la situation. Mais moi, je voulais donner des tout petits détails. Parfois, les gens, même qu'on soigne, ne sont pas prêts à témoigner. Parce que s'il y a des témoignages, quelqu'un qui reçoit un médicament et qui guérit, s'ils sont 10, 20, 50 à témoigner que j'ai reçu le traitement du docteur Hobson ou bien de Monseigneur Cléda. Voilà. Je pense que les autres vont suivre. Mais pourquoi est-ce que les gens ferment donc leur bouche? Je ne sais pas. Parce qu'il y a le docteur, je crois qu'il s'appelait Anumangu. Oui. Il avait fait... Vous le connaissez? Voilà. J'avais suivi une de ses interviews. Il disait que son plus gros problème, c'est qu'il soignait les gens. Mais les gens guérissaient, mais personne ne donnait, ne faisait un témoignage. Donc, il faut témoigner. Quand on témoigne, ça veut dire qu'on amène... J'ai le même problème. J'ai des gens que j'ai soignés ici qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas la stigmatisation. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils étaient infectés. Ils ont plusieurs raisons. Donc, vous savez, c'est un challenge. Parce qu'en même temps, vous soignez les gens, mais il n'y a personne qui sait... Pourquoi est-ce qu'on a honte de dire qu'on a eu le coronavirus et qu'on est guéri?
Au contraire, moi je pense que dans un environnement où il y a tellement de morts ces derniers temps, tellement de maladies, c'est le moment même de dire à haute voix, je suis un guerrier, c'est-à-dire je sors d'une guerre, je suis sortie vivante, j'ai gagné, je suis vivante aujourd'hui ou vivante. Et surtout que c'est telle personne qui m'a soignée, j'ai suivi tel traitement. Donc maintenant vous allez soigner 1000 personnes. Peut-être 50 vont témoigner. Et la médecine occidentale va en soigner 10 000. Quand on va mettre sur la balance, on va voir que ce que vous faites ne vaut rien. Parce que parfois, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que parfois, c'est nous-mêmes aussi le problème. Mais Dr Hobson, on va dire que le problème de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes? Tout à fait. C'est d'abord les Africains. C'est d'abord les Africains avant les autres. Parce que, vous voyez, moi, j'ai formulé mon produit en février, début février. J'étais le premier à le formuler. Et quand j'ai annoncé mon produit à travers le monde, maintenant c'est les Africains qui me critiquaient, me disaient, ah, attends, toi tu sors d'où, tu vas trouver un remède contre le coronavirus, qui est qui, hein? Bon, après, j'ai eu les Occidentaux qui sont venus me voir, parce qu'ils étaient curieux de voir qu'un Africain a osé dire qu'il y aura des solutions africaines au Covid. Vous voyez, les Européens prêtent attention à moi, les Africains me condamnent. Ils me disent, non, arrête de dire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le problème de l'Africain, c'est l'Africain. C'est d'abord l'Africain. C'est la mentalité. Hein, pas vouloir voir son frère. Non, ne pas vouloir voir. Mais ça fait partie de la colonisation, de l'aliénation qu'on a subie pendant toutes ces périodes de colonisation, d'assujettissement. Parce que le problème, c'est qu'on a toujours pensé que la solution va venir d'ailleurs. On a toujours pensé que l'homme blanc est supérieur à nous et que c'est lui qui peut trouver les meilleures solutions. Donc quand un Africain trouve une solution, c'est scandaleux. Ça frappe mal dans la tête, ça bouleverse un peu les conceptions, les systèmes de croyances et ça fait que c'est difficile à accepter, à digérer. Très difficile. Oui. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le chemin qu'il faut même... Comment est-ce que les Africains doivent se comporter aujourd'hui s'il fallait donner un conseil? Mais il faut donner un conseil, c'est que déjà les Africains ont vu la preuve de l'efficacité de la médecine naturelle et des pharmacopées africaines. Je pense que plutôt que de rester là à croiser leurs... Il faut plutôt qu'ils s'encouragent et qu'ils embrassent cette médecine. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui veulent vivre longtemps dans le monde doivent embrasser ce type de médecine. Parce que la science nous l'a prouvé. Si vous adoptez la médecine allopathique, de ce qu'on appelle occidental, la médecine conventionnelle, vous n'avez très peu de chances de vivre longtemps parce que vous allez toujours détruire votre système immunitaire avec des résidus, des produits chimiques que vous consommez, qu'on appelle couramment les produits pharmaceutiques. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité scientifique, c'est établi. Okay. Maintenant, ce n'est pas une vérité que tout le monde peut avoir parce qu'il faut faire des recherches pour arriver à ces conclusions-là. Mais nous avons suffisamment de documents scientifiques qui le prouvent. Donc, si mon grand-père a pu vivre plus de 100 ans dans une forêt sans avoir recours à des comprimés et tout, ça veut dire que je peux avoir la même chance de le faire. Vous comprenez un peu? Il n'allait pas à l'hôpital, il n'allait pas voir des infirmiers, il n'allait pas faire des examens. Hein? Parce que notre corps aujourd'hui, tel qu'il est constitué, peut nous permettre de vivre jusqu'à 110 ans. Et toute mort avant l'âge de 110 ans est considérée scientifiquement comme une mort prématurée. Ah bon? Oui, toute mort avant l'âge de 110 ans est considérée comme une mort prématurée. Waouh! Mais parce que, je vais vous dire une chose, moi j'ai été scandalisée au départ lorsque les Africains, lorsque les Européens sur les chaînes de télévision étaient en train de dire que l'Afrique est mal partie pendant... par rapport à ce coronavirus, que l'Afrique va souffrir, l'Afrique c'est l'Afrique qui est l'Afrique. Et puis, ils se sont rendus compte que ça n'avançait pas en Afrique. Le lendemain, je vois un autre titre, l'Afrique sauvée parce que habituée aux microbes. Les Africains sont sauvés parce qu'ils sont habitués aux microbes. On dit que c'est un virus. Non, c'est-à-dire, comme on est le corps habitué à la saleté, tout ça, donc du coup, même la Covid n'avait pas la place. Mais ça n'a pas de sens. Oui. C'est pas vrai. Moi j'ai tout lu. En ce qui concerne, au départ, c'était non, on va venir essayer des vaccins chez nous, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, les Africains, malgré tout, continuent à combattre leurs propres frères qui créent des médicaments, qui te disent, un médecin te dit non,
Moi, je ne peux pas t'envoyer chez Monseigneur Cléda parce que, excuse-moi, je ne sais pas, ça c'est ce qu'on appelle le charlatanisme, hein, c'est des marabouts. Oui, mais là, c'est important de savoir. Parce que, quand, vous savez, vous me ramenez encore dans l'histoire de la médecine. Hein, parce qu'il faut comprendre comment le médecin est formé. Okay? Allons-y. OK. Bon, en réalité, tout ce qu'on vit aujourd'hui a commencé à la fin des années 40. Juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est question, il y a un rapport qui a été commandité par le Andrew Carnegie Foundation. Ça s'appelle ça Flexner Report. Le Flexner Report, c'est en 1910 qu'on l'a créé. Donc, les firmes pharmaceutiques se sont organisées en 1910. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour dominer l'Amérique du Nord et le monde entier. Donc, ils ont ils ont demandé à un grand chercheur qui s'appelle Flexner, qui était également un homme politique, de faire un rapport. Il a fait un rapport. Et il a donc donné les différentes étapes pour permettre d'imposer ce qu'on appelle la pharmacie, là, les firmes pharmaceutiques, les molécules de synthèse. Ils ont créé ce report donc. Et à la Deuxième Guerre mondiale, il était donc temps, parce que là, en ce moment-là, bon, l'Allemagne a perdu la guerre, l'Amérique, l'Occident contrôlait le monde. Il fallait commencer à exécuter les différentes parties de ce Flexner Report. C'est ça qui a abouti à la création de l'OMS en 1948. Parce que l'OMS prend le relais. Quand la Flexner Report a été appliquée aux États-Unis, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils sont allés dans toutes les grandes universités où on formait les médecins. Ils ont dit, la première chose, c'est changer le programme de formation, le curriculum des médecins. On va former les médecins d'une certaine manière. Et on va dicter leur formation à ces écoles-là. On va leur donner de l'argent, mais ils vont suivre ce qu'on leur demande de faire. Ils ont reçu le cours. Quand ils ont reçu le cours de la formation, ils ont reçu le deuxième cours, ils ont commencé à fermer toutes les écoles qui formaient les naturopathes, les homéopathes et consorts. Ils sont allés au Congrès américain, ils ont passé des lois pour rendre toutes les autres médecines illégales. C'est comme ça qu'ils se sont imposés aux États-Unis et au Canada. Ensuite, maintenant, en 1948, après la création de l'Organisation mondiale de l'Organisation des Nations Unies, on crée donc l'OMS, qui va relayer ce travail-là qui a été fait aux États-Unis à travers le monde. L'OMS fait un peu de la diplomatie sanitaire, imposer le point de vue des pharmacies au monde entier. Donc, il s'installe dans chaque pays, en Afrique, dans le monde, et il crée ce qu'on appelle les ordres nationaux des médecins, qui sont les relais, un peu comme les représentants locaux de l'OMS, qui sont là pour défendre les intérêts de l'OMS. Donc, un médecin, c'est vrai qu'il y a des médecins aujourd'hui qui utilisent la médecine intégrée, qui ouvrent un peu la médecine naturelle. Mais la plupart des médecins qui sont là ont été... à Douala, qui est pharmacie santé nature, où on retrouve... Tout à fait. C'est un médecin qui a cette pharmacie, mais on retrouve des produits également de nature naturelle. Tout à fait. Mais en dehors de cette exception-là, la plus grande majorité des médecins, c'est des gens qui ont été formatés pour combattre cette... Parce qu'ils sont là comme des relais de l'OMS. Et l'OMS a été créé pour combattre la médecine qui est non allopathique. Donc eux aussi doivent prendre la défense de la médecine allopathique et détruire toutes les autres médecines. Donc même si vous avez des résultats, ils ne vont pas suivre. Ils ne vont pas suivre. Et c'est ces mêmes gens qui vont dans les grands forums internationaux. Quand il y a un forum quelque part, on leur paie le billet d'avion, on les loge dans des hôtels, on leur donne des per diem et tout. Donc quand ils reviennent, c'est des advocates. Ils sont là pour défendre l'intérêt de ces firmes pharmaceutiques. Donc c'est ça la réalité. Donc maintenant, quand vous me demandez pourquoi un médecin ici est en train d'appeler Cléda charlatan, ça ne me surprend pas. Moi, quand j'ai formulé mon projet, je suis allé au ministère, à la délégation régionale de la santé. Je voulais voir le délégué. On me dit, le délégué est sorti, mais on me dit quand même, il y a un médecin qui est derrière, qui est le coordinateur de la Covid à Douala. Je vais derrière poliment pour le voir, pour dire, bon, moi j'ai une solution ici, je voudrais qu'on en parle, je n'ai pas pu trouver le délégué. Il me dit, mais vous êtes qui? Il dit, mais arrêtez là-bas. C'est comme ça qu'il a fait. Bon, j'ai dit, non, je suis sérieux, je suis un chercheur. Non, je ne peux pas. Je peux quand même vous envoyer la documentation par WhatsApp, puisque vous ne voulez pas qu'il y ait des contacts, c'est normal. Je lui ai envoyé la documentation sur WhatsApp, il a regardé. Après, il me dit, vos trucs là, moi je préfère remplir les cimetières de morts. Je ne vais pas utiliser ça. Il me l'a dit, ici à Bonandio. Je préfère remplir les cimetières de morts, mais je n'utiliserai jamais ce produit-là. Parce qu'il faut au moins une dizaine d'essais cliniques. Je lui ai dit, on n'a pas besoin d'essais cliniques pour des phytomédicaments. Oui. J'ai dit, on n'en a pas besoin. Il me dit, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas intéressé. Ça, c'était au début de la crise, au début de la pandémie au Cameroun. Je ne suis pas là-dedans. Donc, c'est un médecin qui a été formé d'une certaine manière.
Okay? Il ne peut pas changer son point de vue. Il a été formaté, il ne va pas changer. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème parce que peut-être les naturopathes du Cameroun ne se mettent pas ensemble pour créer un syndicat, je ne sais pas trop, une association. Ça aussi, c'est un problème. Justement, Cathy, parce que plus unis, on est plus fort. Tout à fait. Ensemble, on est plus fort, Cathy. Oui, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, que de ce côté aussi, ça va dans tous les sens. Parce qu'il y en a qui sortent. Avant, il y a quelques années, je vois, quand je vois une certaine radio, mon fils savait qu'il fallait éteindre rapidement parce qu'il y a docteur tel qui soigne toutes les maladies. Après, quand il finit, il y a docteur tel qui soigne toutes les maladies. C'était incroyable. Donc, ça va dans tous les sens. Donc, chaque personne, et même maintenant, les gens sérieux trouvent des médicaments. Et il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'autres personnes qui disent qu'eux aussi, ils ont trouvé des médicaments. Finalement, ça crée le désordre. Il faut être sérieux. Peut-être qu'il faut réglementer ce côté-là. Je pense qu'à la délégation au Minresi, peut-être qu'en allant de ce côté-là, vous pouvez trouver la solution. Mais... Non, je ne pense pas qu'on va trouver la solution de ce côté. Puisque moi, je suis un chercheur reconnu par le Minresi. J'ai gagné le premier prix de la recherche ici, au Cameroun, reconnu par le ministère de la Recherche scientifique. Mais je pense que le problème doit être au niveau de Minresi et du ministère de la Santé. Parce que c'est le ministère de la Santé qui autorise la mise sur le marché des produits. Donc, le Minresi est seulement là pour accompagner, encore que eux aussi, à l'IMPM qui est à Yaoundé, que je connais très bien, où on est supposé accompagner les naturopathes. Ils ne font pas leur travail. Ils font pas leur travail. Vous venez avec vos résultats de recherche, ils vous posent des conditions, ils vous demandent pour faire des tests, parfois des millions. Vous allez les trouver aussi, vous avez un petit chercheur qui est au quartier. Donc, c'est l'État qui devrait prendre ses responsabilités et accompagner tout ce monde-là et donner des instructions qu'on doit prioriser. Parce que vous allez dans d'autres pays africains, on priorise. Au Ghana, par exemple, on a déjà... Le Ghana, c'est un peu comme la Chine maintenant. Le Bénin, c'est la même chose. Vous arrivez à l'hôpital, vous avez une partie de la pharmacie qui est uniquement faite de la pharmacopée africaine et puis vous avez les produits de synthèse. Vous avez le choix. Si on le fait au Cameroun et on l'impose dans nos pharmacies, des hôpitaux, je pense que les gens vont suivre. Si on ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut donner le choix aux gens. Parce que s'il y en a qui sont comme... On n'a pas le choix, justement. Oui, parce que moi, je connais des gens, dès qu'il a un petit mal de tête, directement, c'est la pharmacie, directement, c'est l'hôpital, directement, j'appelle mon médecin. Donc, des gens qui ne savent pas que... Moi, par exemple, quand j'habitais à Bassa, chez mes parents, lorsque j'ai mal à la tête, ce n'est pas, le paracétamol que je prends. Je savais qu'il y avait une feuille, une sorte de racine comme ça, donc que je coupe et que j'attache sur ma tête. À moins de 10 minutes, mon mal est fini. Je connaissais la fleur, je connaissais la feuille. Je savais qu'il y a le truc, le roi des herbes que je peux utiliser. Lorsque tu as la diarrhée, par exemple, au lieu d'aller acheter les... Parce que je souffre souvent. Lorsque tu as la diarrhée, il faut aller acheter des médicaments en pharmacie. Nous, on savait que tu cueilles seulement les feuilles du goyavier, les petites feuilles du goyavier qui sont en train de pousser. Et tu laves, tu mâchouilles là à l'instant. Ton truc s'arrête. Mais tu vas voir ça où aujourd'hui? Donc, je veux dire qu'il y a des situations, peut-être qu'il faut que nous, il faut cette union-là aussi, cette union sacrée autour de ces médicaments. Les témoignages, la réglementation, parce que je rejoins Solange en disant que moi, on a grandi, on est né, on a grandi dans la médecine conventionnelle. Oui. Mais les remèdes des grands-mères étaient tellement efficaces. Et rapides. Très rapides. Je lui disais que mon fils avait les otites. Moi, mon frère qui m'a suivi en France, des otites, on n'a pas pu le soigner. Mais moi, j'ai soigné finalement mon fils avec le manyanga. J'ai mis parce que j'avais essayé toutes les solutions. Je suis allée voir l'un des meilleurs ORL de Douala. Chaque fois que j'ai fini de prendre, l'enfant a fini de prendre le médicament, le lendemain, ça recommençait. Après, je me suis dit que, mais pourquoi je m'ennuie? J'ai entendu parler du manyanga noir. J'ai pris le couteau, j'ai mis sur le feu, et j'ai mis ça comme ça. J'ai dit que viens, j'ai mis jusqu'aujourd'hui, c'est parti. Moi, mon fils avait des rouges fesses, les fameuses rouges fesses qu'on appelle. Les médecins disent que non, ce n'est pas un problème. Parce que ça dérangeait mon enfant. Et je vois une maman qui me dit, écoute, va chercher l'écorce du manguier, tu fais bouillir et tu puges ton enfant avec. Tu mets un peu de sel gemme, tu... Et je l'ai fait.
Et le jour où j'ai pugé mon enfant, ce qui est sorti de son ventre, docteur, vous n'allez pas croire, c'était des choses noires comme ça, des boules noires, etc. Il n'a plus jamais eu ces rouges fesses. Tout à fait. Je veux dire que chacun a quand même une histoire avec, avec la médecine traditionnelle. Mais pourquoi est-ce qu'on a honte de l'utiliser? Pourquoi est-ce qu'on a honte de le dire? Peut-être que ça ne fait pas moderne, ça ne fait pas... Ça fait pas... Ça fait trop villageois. Quand je dis aux gens que j'allais par exemple mon enfant jusqu'à 2 ans, on me dit mais tu es une villageoise. Ce qui est à la mode maintenant, c'est le lait artificiel, par exemple. On a aussi, il faut dire, excusez-moi, il y a le complexe aussi. Hein. Oui, parce que si on y voit, il y a le complexe. Les gens sont habitués que si non, je vais voir mon malade, médecin. On appelle le médecin de famille. Oh, j'ai un docteur. Est-ce que vous avez un médecin? Jusqu'à, on nous écrit même, on nous impose ça sur les fiches de renseignement à l'école. On dit médecin de l'enfant. Parfois, tu as envie de lui dire que mon enfant ne tombe jamais malade. Donc, je n'ai pas de médecin. Je suis hospitalisée dans quelle clinique, on m'a soigné dans tel pays, et ainsi de suite. On est devenu une histoire de snobisme. Mais sur la maladie, oui, c'est on peut me vanter sur la maladie. Oui, mais c'est l'aliénation. C'est incroyable. Non, on est évacué en France, on est évacué à Paris, va-t-il se soigner? Non, je vais vous faire une révélation, c'est que, vous savez, moi, j'ai beaucoup de cas de cancer que j'ai soignés ici. Et les gens pensent qu'ils doivent aller, par exemple, aux États-Unis, ou en Afrique du Sud, ou en Europe pour se soigner le cancer. Quand vous prenez les statistiques, par exemple la chimiothérapie qui est appliquée pratiquement partout dans le monde, dans les institutions allopathiques, hein, parce que la chimio c'est un poison, et ça a 5% de succès aux États-Unis. 5%. Alors imaginez quelque chose qui tue 95 personnes sur 100. Mais si vous le faites, on va vous mettre en prison. Si vous faites, vous êtes un naturopathe. Mais c'est ce qui est appliqué dans tout les grandes institutions sanitaires du monde qui suivent la doctrine allopathique. Donc, là, par contre, il y a beaucoup de cas de gens qui ont guéri du cancer avec l'approche naturopathique. Hein? C'est plus de 50%, parfois même ça va jusqu'à 60%. Donc, comme je le disais, c'est un problème de complexe. Parce qu'on se dit, bon, quand on dit oh, on est parti dans un grand hôpital, on était entouré de 8 médecins, c'est forcément la qualité de la santé. En réalité, quand vous comprenez le corps humain, hein, et je le disais tout à l'heure, et c'est prouvé scientifiquement, le corps humain est la plus grande pharmacie au monde. Le corps humain est la plus grande pharmacie au monde. Et si on ne le comprend pas, on va toujours faire des mauvais choix thérapeutiques. Si vous utilisez, parce que vous avez parlé de votre enfant, ce que vous avez fait en réalité, vous m'avez parlé tout à l'heure des naturopathes ou bien des praticiens qui disent qu'ils soignent toutes les maladies. En réalité, quand vous regardez comment le corps fonctionne, quand vous donnez au corps ce qu'il lui faut, le corps peut soigner toutes les maladies. Ce n'est pas vous qui soignez le corps. Vous lui donnez simplement ce qu'il lui faut. Pourquoi on tombe malade? Pourquoi? On tombe malade pour 2 raisons fondamentales. On tombe malade parce qu'on a trop de toxines dans le corps. Et on tombe malade parce que des déficiences nutritionnelles. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les micronutriments qu'il vous faut pour permettre au corps d'être toujours équilibré et se défendre. Et quand vous avez trop de déchets qui rentrent dans le corps, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser le plus rapidement possible. Vous allez tomber malade. Il y aura toujours un déséquilibre. Hein? Ça va baisser l'énergie et vous allez voir, même ça se mesure même au niveau cellulaire. Donc, la nourriture peut être une nourriture qu'on mange, comme ça peut être une nourriture psychologique, c'est-à-dire le stress est à l'origine de beaucoup de maladies. Donc, quand vous contrôlez cela, vous comprenez que c'est le corps qui soigne. Ce n'est pas ce qu'on vous donne à la pharmacie qui soigne. C'est pour ça que quand vous prenez un produit naturel, vous mettez ça dans le corps, ça permet au corps de restaurer son équilibre. Quand ça restaure l'équilibre, le corps se soigne seul. Sans qu'on se rende compte. Les gens ne savent pas qu'on est entouré des virus. Là où nous sommes ici, en dehors du virus Corona, nous avons des virus qui sont autour de nous ici. Mais en fonction de notre système immunitaire, on s'en débarrasse sans même se rendre compte. On ne peut pas savoir combien de virus on a tué depuis qu'on est parti de la maison. Hein? Simplement, quand on est affaibli, quand notre système immunitaire a été fragilisé, le virus trouve une faille. C'est comme ça que la maladie s'installe. C'est la même chose avec le coronavirus. La même chose. Les gens qui sont faibles, qui sont immunodéprimés, sont les premières victimes. Donc, si vous renforcez votre système immunitaire, vous êtes protégé naturellement. Le virus peut être là, mais il ne va pas vous tuer, vous n'allez pas en devenir une victime. Donc, c'est ça la réalité. Les gens doivent le comprendre. Et c'est scientifiquement démontré. Ceux qui pensent, qui continuent à croire qu'il faut aller
en Europe, aller aux États-Unis, il faut être entouré. Ils se trompent parce que la plupart de ces gens-là, ils confondent la qualité. Ils pensent qu'il y a une corrélation entre les dépenses en matière de santé et la qualité de la santé. Ce n'est pas vrai. La santé, c'est l'éducation d'abord. Savoir comment le corps fonctionne, prendre ses responsabilités et faire des bons choix thérapeutiques. Si on fait des mauvais choix, même si on est milliardaire, on meurt. Les petits choix peuvent faire la différence. Donc ce n'est pas un problème d'argent ici. C'est vrai, quand on est dans un bon cadre, ça peut permettre de gérer un peu le stress et ainsi de suite. Mais la qualité de la santé n'a rien à voir avec l'argent. Ça a tout à voir avec la connaissance. Mais il faut dire que certains naturopathes ou certaines personnes il y a des groupes qui vendent des médicaments, des produits naturels, des compléments alimentaires. C'est hors de prix. Ça coûte extrêmement cher. Certains mettent plus Mais est-ce que les compléments alimentaires sont gérés par les naturopathes, les compléments alimentaires? Non, je prends les exemples comme des structures, je peux citer, parce que je vais citer plusieurs à la fois, Tiens, Forever, tout ça. Est-ce qu'on peut les mettre dans la catégorie des naturopathes? Parce que c'est super cher aussi. Oui, en fait, bon, les compléments alimentaires, parce que vous savez, on tombe malade aussi parce que quand on a des déficiences. Je vous ai parlé de déficiences nutritionnelles. Hein. Quand vous avez des déficiences, vous allez tomber malade. Vous avez besoin de compléments alimentaires parce qu'il y a certaines vitamines, par exemple, certains minéraux, sels minéraux qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps. Il faut absolument les avoir. Et puis dans notre alimentation, hein, l'alimentation n'est pas suffisamment riche pour qu'on puisse avoir tout ce dont le corps a besoin pour se défendre seul. C'est pour ça qu'on a recours aux compléments alimentaires. Mais est-ce qu'on peut dire que ces personnes peuvent être classées sur ils sont classés, oui, ils sont classés dans la catégorie des naturopathes parce que c'est des cultures, ce n'est pas des molécules de synthèse. Non, c'est la nature, c'est la culture. Hein, des molécules naturelles. Ils ont des champs. Hein? Voilà, c'est dans la nature, ça reste naturel. Hein, et c'est pour ça que ça donne un apport sans laisser des traces de dysfonctionnement dans le corps. Hein? Moi, ce que je n'apprécie pas chez ces gens, c'est qu'ils mettent plus l'accent sur les revenus, le gain. Et puis, parfois, j'ai participé à certaines réunions, on oblige les gens à acheter des médicaments, à en acheter sans arrêt parce qu'on va gagner ci, parce qu'on va gagner ça. Ça aussi, ça... Là, c'est l'aspect commercial. C'est MLM, oui, mais celui qui a décidé de créer ça a d'abord pensé santé avant toute chose. Il a pensé santé et c'est pour ça. Moi, j'ai mon café que j'utilise, qui a plusieurs plantes. J'ai pensé santé, c'est pour ça que j'ai formulé ce café-là qui peut aider les gens à gérer leur taux de glycémie, à gérer des hypertendus l'utilisent. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Je vous pose une question simple, docteur. Est-ce que les médicaments que nous mangeons, si nous connaissons les propriétés des médicaments, des aliments que nous mangeons, est-ce que ça peut plus tard est-ce que ça peut être utile dans notre corps? Si on mange qualité, comme, vous savez, Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine moderne, la médecine conventionnelle, hein, a quand même dit que votre aliment soit votre médicament et que votre médicament soit votre aliment. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous mangez là, c'est ce que vous mettez dans la bouche là, hein, et ce que vous mettez dans la tête là, qui détermine votre santé à la fin de la journée. Donc, si vous faites des bons choix dans la journée, pour faire les bons choix, il faut être éduqué. C'est pourquoi j'ai parlé d'éducation tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas attendre, c'est mieux de faire de la prévention plutôt que d'attendre de tomber malade, hein, pour se soigner. Donc, si vous restez dans la logique de la prévention, vous allez commencer à faire des petits choix qui vont se manifester, améliorer votre santé avec le temps. Hein, parce que vous allez commencer à corriger ces carences que vous avez dans le corps et à commencer à vous débarrasser des toxines le plus régulièrement possible. Les gens qui sont constipés, par exemple, ne se rendent pas compte. La constipation seule peut créer une maladie dans le corps. Il y a des gens qui ne vont pas au 3, 4, 5 jours, c'est dangereux. Hein? Parce qu'à partir du 4e jour, c'est comme si vous aviez un dépotoir dans le corps. Donc, tout peut arriver. Donc, si vous avez des choses qui vous permettent d'aller au sel au moins 2 fois par jour, vous allez voir qu'il y a beaucoup de maladies que vous n'allez pas avoir. Hein? Mais ces choses-là, on les trouve dans la nature ici. Mais si vous utilisez, vous adoptez les laxatifs, ça ne va pas marcher. Donc, si vous avez une alimentation saine, c'est la première étape pour la santé. Oui. Vous pouvez vivre longtemps. Longtemps, absolument. Est-ce que ceux qui sont véganes aujourd'hui, vous avez entendu parler des véganes, les végétariens qui mangent quand même du poisson, est-ce que eux ils vivent longtemps que ceux qui ne sont pas? Pas forcément.
Pas forcément parce que... Parce que le vegan contrôle tout. Hein. Il ne mange oui, pas les œufs, il ne boit pas du lait, il boit juste du lait du soja, le lait de soja. Il ne mange pas l'œuf, ni le melette, ni la poule, ni la viande. Il n'y a pas de viande dans son truc. Il n'y a que le poisson, les fruits de mer, et les fruits et les légumes. Est-ce que c'est bon pour... C'est des bons choix. C'est des bons choix, mais ce que la science nous apprend aujourd'hui, parce que à travers les études qui ont été menées à travers le monde, on a parlé des blue zones, les zones bleues à travers le monde où il y a le plus grand nombre de centenaires à travers le monde. Ce qu'on a constaté, c'est que la plupart de ces gens-là vivent d'abord dans un environnement où il y a moins de stress. Il y a moins de stress. La première chose, je vous ai dit, le stress est à l'origine de près de 95% de maladies. Ensuite, ce qu'ils mangent. Ils ne mangent pas des grandes portions. Ils mangent ce qu'on appelle les portions japonaises. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les gens font, quand vous allez, on vous donne un gros plat comme ça là. Chez nous en Afrique, voilà. Parce que chez nous on bombarde, voilà. C'est souvent la colline, Parce que ce qu'on appelle la montagne. Les restrictions calorifiques permettent au corps de mieux fonctionner. Parce que quand vous mangez trop, vous bourrez votre foie, qui est là pour essayer de faire... C'est la plus grande pharmacie, c'est le foie ici. Donc quand vous mangez trop, vous fatiguez le foie. C'est pour ça qu'on conseille de temps en temps de faire le jeûne, par exemple. Vous éliminez, ça vous permet d'éliminer le maximum de toxines du corps et permettre au foie de mieux fonctionner. Parce que tant que le foie fonctionne bien, même le virus corona, le foie peut tuer ça en 2 temps, 3 mouvements. S'il fonctionne bien. Mais si vous bourrez votre plat, comme ça là, vous n'avez pas le temps de digérer. 2 heures plus tard, vous tombez encore sur quelque chose. Vous n'allez pas avoir un corps normal. Il ne va pas fonctionner normalement. Et il n'a pas le temps de faire ce qu'on appelle l'auto-réparation. Parce que les 2 principes, justement, qu'on a à la naissance, c'est le principe de l'auto-réparation et le principe de l'auto-régénérescence. Hein? L'auto-réparation, c'est quoi? C'est que le corps se répare régulièrement. Quand vous dormez la nuit, vous reposez, le corps est en train de faire de la réparation. Tout ce qui s'est passé dans la journée, il veut renormaliser parce qu'il y a on a eu trop de chocs, on a eu trop de choses qui nous ont bouleversés pendant la journée. Il faut ramener ça au normal. On se repose, on répare le corps. Maintenant, il y a l'auto-régénérescence, c'est-à-dire que dans notre corps, chaque seconde, on a 20 millions de cellules qui naissent. Wow. 20 millions. Et chaque jour, pendant 24, on a 20 milliards de cellules qui meurent, qui sortent de notre corps. Donc, pendant justement cette mitose, cette division cellulaire, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En fonction de ce que vous vivez en ce moment T, c'est-à-dire que la perception que vous avez de votre environnement, le niveau de stress va déterminer la qualité des nouvelles cellules. C'est pour ça que les gens, par exemple, si vous avez 30 jours pour renouveler cette peau, maintenant, si pendant les 30 jours, vous êtes super stressé, la nouvelle peau va être stressée. Justement, je reste dans le stress, sans vous couper. Il y a cette maladie qu'on appelle l'estomac, qu'on appelle le mal gastrique. Moi, j'ai discuté avec des médecins qui disaient que ça partait de la tête avant d'être physique. C'est-à-dire, c'est le fait de trop penser, trop de mauvaises pensées, mauvaises... oui, on appelle ça la biologie des émotions. Oui, et c'est ça qui crée qu'on a l'impression que l'estomac a un trou. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, quand vous recevez des images négatives, ou alors un signal négatif, qui rentre, c'est le cerveau qui fait d'abord le processing. Il traite cette image. Okay? Après, ça va s'attaquer à votre système nerveux et ça va s'attaquer à votre système endocrin. Donc ça va commencer à créer des dysfonctionnements, sécréter des hormones qui ne doivent pas être là. Parce que l'hormone de stress est élevé et ça commence à vous bouleverser. Ça donne l'impression au corps que vous êtes en train de... C'est comme si vous étiez dans une salle et vous avez, par exemple, dans cette salle-là, si on met un cobra là maintenant ou un lion, tout le monde, c'est-à-dire le niveau de stress va augmenter automatiquement. Maintenant, le problème, c'est pas ce stress-là. Parce que le stress aigu n'est pas un problème. Ça nous permet de revitaliser notre corps. C'est quand il devient chronique. C'est quand on dort chaque fois et on rêve de ce lion-là, que ça devient chronique. Là, on devient malade complètement. On devient malade. Et quand on devient malade, donc c'est les idées qui commencent. Et ça peut créer... La plupart des cancers sont causés par le stress. C'est mauvaise idée-là. Près de 95%. Docteur Hobson, on va permettre à 2, 3, 4, 5 téléspectateurs de nous appeler en direct, parce que c'est ça aussi cette émission. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, j'ai déjà beaucoup de participation. Je lisais les messages des téléspectateurs il y a quelques minutes. Donc, vous pouvez nous appeler. Le numéro va s'afficher. Il est déjà affiché. Donc, vous nous appelez. Vous allez très rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Dr Hobson et Cathy pourront répondre à toutes vos questions autour justement de la santé, autour de
ce coronavirus. Donc, on en parle dans quelques instants avec vous au téléphone. Donc, n'oubliez pas de nous donner votre nom, votre lieu d'appel et surtout, ce qui est très important, vous vous éloignez de votre poste de récepteur ou alors vous éteignez carrément la télé. De la rediffusion, c'est demain 17h. Donc, vous pourrez vous réécouter. Il n'y a pas de problème. Vous n'aurez rien perdu. Donc, vous appelez et puis ils vont répondre à toutes les questions. C'est très intéressant ce que nous vivons aujourd'hui sur ce plateau. Je savais. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Voilà. Lorsque vous nous appelez, entrez directement dans le vif du sujet. Bonjour, je m'appelle Solange Béala, j'appelle d'Aqua. Et puis, oui. Allô? Oui, allez-y, monsieur, allez-y. Oui, j'ai dit, je suis M. Jean Aïbolova. Je voudrais le numéro du docteur. Vraiment, le docteur m'a beaucoup impressionné. Oui. Je voudrais son numéro parce que je vais l'appeler personnellement. J'ai mes préoccupations et je tiendrai à le joindre. Oui, pour qu'il m'aide. Il n'y a pas de problème. Parce que franchement, quand je suis son intervention, je sens que c'est M. Abidi. Il se connaît. Il connaît. Ça veut dire que moi, étant malade, j'aurais besoin de ces sollicitations. Franchement. Et puis, d'un autre côté, je vais dire aussi, le problème du Camerounais, c'est que les Camerounais ne se regardent pas en face, ils se regardent en travers. Oui. Et puis, on va connaître, on va savoir se dire les vérités et savoir faire ce qui nous appartient toujours dans la même lancée que le docteur, hein, franchement, parce que nos politiques ne savent pas que pour développer un pays, il faut se retourner sur soi-même. C'est ce que l'Asie a fait pour être devant nous aujourd'hui. C'est pour ça que je soutiens toujours que ce que le docteur est en train de faire sur le plateau, ça me va tout droit au cœur. Et en tant que malade, j'aimerais avoir son numéro parce que je ferai tout pour le rencontrer. Merci. Sans commentaire. Oui. Je reçois les malades à Douala, lundi au vendredi, dans l'après-midi. Mais ça doit être sur rendez-vous. Donc, le moment venu, quand il m'appellera, bon, on va... Il est à Ebolova. Oui, il va falloir... On peut faire ça sur WhatsApp également. Nous faisons des consultations. On a des malades à travers le monde. J'ai des malades aux États-Unis, en Europe. C'est pas seulement au Cameroun. Ouais. Votre numéro, vous le donnerez après? L'après. On Ok. peut le donner après, pas de problème. Ok, voilà. En tout cas, tout à l'heure, lorsqu'on va terminer l'émission, sur la page Ça débat, sur Facebook, on mettra vos coordonnées pour les téléspectateurs qui voudraient vous joindre avec, avec des photos, parce que après l'émission, généralement, on fait des photos et puis on publie sur la page Facebook. Allô? Oui. J'appelle depuis Fumban, c'est Chef Mohamed. Depuis Fumban, nous vous écoutons. Donc, j'appelle pour... Vraiment parce que je suis très content d'écouter vraiment un frère herboriste, vraiment... je venais d'entrer. Bon, moi, comme je n'ai pas vraiment tout ce qui est passé, tout ce qui est expliqué par le docteur, je suis ici à Fumban, j'ai été dans ma ministre de plantes depuis 20 ans. Et l'expérience prouve que la médecine moderne n'est pas là pour aider les Africains. Prenons par exemple le cas d'estomac. Le cas d'estomac, c'est une maladie qui existe depuis longtemps en Afrique. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas souffrir de l'estomac durant toute l'année. Et déjà quand tu as un problème au niveau d'estomac, c'est l'organisme qui est vraiment en danger. Mais la médecine moderne nous dit qu'il est là pour nous aider. Moi, présentement, qui vous parle, j'ai 8 enfants. Je suis marié, 8 de 8 enfants. Aucun de mes enfants ne sont jamais vaccinés. Et je suis parmi ceux qui ont été arrêtés à cause de ces vaccins. Et mes enfants ne sont jamais tombés malades ou disparus. Parce que leurs organismes ne sont pas par des produits artificialisés. Et l'organisme est créé naturellement
L'organisme qui est créé naturellement ne peut jamais vivre avec les aliments artificiels. Et nous appelons vraiment les Africains vraiment de revenir en arrière. Et c'est une différence entre les gens qui ont fait la science d'organismes de plantes et les charlatans. Parce que quand tu te rends devant un docteur comme celui que je vois là, vraiment je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Vraiment, parlons par exemple du corona. Le corona, si le corona et l'ensemble des symptômes psychiques, je serais d'accord. Depuis que le corona a commencé depuis janvier, je n'ai jamais dit oui. Mais si ce sont les symptômes psychiques, je serais d'accord. Mais si on me dit que le corona c'est une maladie particulière, un virus particulier, vraiment, je ne serai jamais d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Avec vraiment le docteur que je vois au téléphone, quand il sera, et puis constamment à Douala, quand il sera à Douala, vraiment, nous voulons vraiment le numéro du docteur. On vous remercie et bon courage, docteur. Bon courage. Il y a toujours les gens pour vous citer. Je suis pas. Voilà. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Parce qu'il y a les malades, hein. Les gens souffrent beaucoup. Oui, ça fait du bien en tout cas de vous entendre comme ça. Justement, lui, il était en train de dire, est-ce que finalement la solution ne serait pas cette union-là, sacrée des naturopathes, des chercheurs camerounais, pour que ce soit une force et non que chacun avance à rang dispersé comme on voit dans notre pays. Allô? Ah, on a quelqu'un au bout de la ligne. Okay. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ouais, je suis Victor, je suis à Douala. Oui. Vraiment, je ne voudrais pas qu'on perde du temps, qui nous balance son numéro là, la tête. On a besoin de malades. On est malade vraiment, qui nous balance là. On veut nous contacter, s'il te plaît, qui nous balance son numéro rapidement là. Allez même l'autre, donnez-nous son numéro rapidement. On appelle, on a très de problèmes, on a des problèmes. Je me sens fatigué là où je suis là. Doc Thompson. Bon, mais les gens, je ne sais pas, vous avez besoin de mon numéro. Bon, je vais vous le donner, Oui. avec la permission de Oui, bien sûr, allez-y. Solange. Bon, mon numéro, c'est le... S'il vous plaît, je vous donne mon numéro, mais vous devez comprendre que je suis débordé. Donc, je préférerais que vous m'envoyiez un message sur WhatsApp et que vous décriviez votre problème, parce que ça va me rendre service énormément. J'ai beaucoup de malades qui sont dans des situations très graves en ce moment, et je ne pourrais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions au téléphone. Donc, mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît, c'est le 672 91 48 66. 672 91 48 66. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Vous êtes sûr qu'on va répondre à votre question. On va vous contacter et en cas de besoin, on peut arranger pour une consultation si c'est nécessaire. Mais la plupart des gens qu'on rencontre sur WhatsApp, on peut vous envoyer des produits partout, hein, sur le triangle national, même à l'étranger. Voilà. En tout cas, Dr Hobson, aujourd'hui, les téléspectateurs sont, je les sens... donc, je vous posais donc une question. Est-ce que ce n'est pas l'union finalement de ce groupe, ce syndicat qui va faire en sorte que peut-être vous, les chercheurs camerounais, vous soyez vraiment pris à votre juste valeur? En fait, moi, je vais vous dire quelque chose, faire une révélation. J'ai passé plus de la moitié de ma vie aux États-Unis. Donc vraiment, je vois les choses différemment. Hein? Je vois les choses différemment. J'ai déclaré il y a 2 ans que l'Afrique va soigner le monde. Parce que, après avoir étudié la longévité, étudié toutes les insuffisances de la médecine dite conventionnelle, j'ai compris qu'à un moment, les Africains vont s'ouvrir à leur médecine. Et ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut absolument qu'on édifie les Africains, qu'on les fasse accepter leur médecine. Et ça, c'est une opportunité en or. Parce que le Covid a prouvé 2 choses. Il a prouvé que la médecine conventionnelle occidentale a des insuffisances énormes. Et la deuxième chose, c'est que ça a commencé à permettre aux Africains de prêter attention à leur médecine, de l'embrasser. Donc, vraiment, c'est une grande étape. Mais il faut qu'on continue avec le soutien des autorités de la place. Comme je l'ai dit, on ne peut pas le faire ça. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. C'est madame Tanko de Tibati. Depuis Tibati, on est dans le nord du Cameroun, je crois, c'est ça, Tibati, oui. Adamawa. Adamawa, donc dans la partie nord du Cameroun, voilà. Nous vous écoutons, madame, bienvenue. Je voudrais juste remercier le docteur. Je ne
en français puisque je n'ai pas beaucoup fréquenté. Bon, je voulais seulement juste dire au docteur un grand remerciement parce que il faut que tous les Africains se retournent à la base. Ça, c'est notre base. Donc, les produits pharmaceutiques, là, ça ne sert à rien. Donc, lui, je le remercie. Franchement, un grand merci. Et j'aimerais toujours participer. Chaque fois, je vous suis. Mais je suis illettrée, mais ça me plaît, ça me va tout droit. Parce que ce qu'il me parle, je l'écoute personnellement. Et je le remercie. Et un coup de chapeau, un gros bravo. Merci du courage d'aller en avant. Et je vais vous aider. Moi, vous êtes un produit de mes grands-mères que je peux vous donner. Merci beaucoup, monsieur. Et merci, je passe le bonsoir à toute l'équipe, à tout le plateau, nos staffs. Bon, bonne soirée. Oui. Oui, donc vous disiez qu'en Amérique, vous aviez dit que c'est l'Afrique qui va soigner le monde. C'est l'Afrique qui va redevenir le berceau de l'humanité. Compte tenu de toutes les recherches qui ont été menées les 30 dernières années sur la longévité. Parce que ce n'est plus l'imaginaire maintenant. Mais nous savons pourquoi les gens vivent longtemps. En Afrique, on meurt tôt. Ils ont dit que justement, l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'était pas touchée par le coronavirus, c'est parce que ils disaient qu'en Afrique, la population est très jeune. Il n'y a pas trop de vieux en Afrique. C'est pas vrai. La population est jeune. C'est pas la raison. C'est pas la raison. En fait, il y a une étude qui a été menée par la Banque mondiale et qui a prouvé que la plupart des maladies que les Africains ont, qui sont à l'origine de plus haut taux de mortalité, c'est des maladies qui sont basées sur des problèmes d'hygiène, c'est des infectieuses, c'est des petites maladies qu'on peut éliminer facilement si on respecte seulement les règles d'hygiène. Parce que l'Africain est constamment en mouvement, il bouge son corps, hein? Il n'est même pas une vie sédentaire. Quand vous êtes en Occident, vous êtes au bureau toute la journée, après vous sortez, vous êtes dans votre voiture, vous avez à peine le temps de bouger votre corps. Le corps qui bouge ne meurt pas. Okay. C'est pour ça que les mamans au village vivent longtemps. Bien sûr, parce que leur corps bouge. Tant que le corps bouge, il ne meurt pas. C'est quand vous commencez à vous asseoir que vous vous rapprochez de la mort. Ok? C'est ça la réalité. Et ça, c'est l'effet scientifique. Donc je dis, l'Africain doit comprendre qu'il a tout déjà autour de lui pour lui permettre de vivre longtemps. Et qu'il cesse d'avoir le complexe vis-à-vis de la médecine occidentale. Parce que c'est notre problème. Il faut le franchir. Si on n'arrive pas à se décomplexifier, on ne peut pas s'en sortir. On va toujours continuer à croire que, oh non, c'est le charlatan. Vous savez, le monsieur qui m'a formé, qui s'appelle le docteur Linus Pauling, aux États-Unis, a reçu 2 prix Nobel. C'est lui le maître, ce qu'on appelle le pionnier de la médecine orthomoléculaire. La médecine orthomoléculaire, c'est la médecine naturelle, mais avec des canons scientifiques. C'est-à-dire que ça suit tous les canons scientifiques acceptés, sauf que c'est une médecine naturelle. Mais on l'a qualifié de charlatan toute sa vie. Les firmes pharmaceutiques, malgré le fait qu'il avait 2 prix Nobel, les firmes pharmaceutiques le qualifiaient de charlatan. Parce qu'il faisait quelque chose qui était à contre-courant avec les intérêts des firmes pharmaceutiques. Jusqu'aujourd'hui, ces recherches ne sont pas indexées dans la librairie nationale de la médecine aux États-Unis. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement les petites personnes qu'on appelle charlatans. On peut également appeler 2 prix Nobel, un double prix Nobel charlatan. Parce que ça ne répond pas. Bien sûr, à leurs intérêts. C'est pour ça qu'on est en train de penser, Cathy et moi, aujourd'hui, que peut-être que la solution serait l'union, qui ferait une force incroyable. Et non que les gens marchent en rang dispersé. Il y a beaucoup de gens comme vous au Cameroun qui font des recherches, qui sont là concentrés, qui pensent médecine, qui pensent, voilà. Il faudrait qu'on profite également aussi pour tirer, Dr Hobson, je ne sais pas si vous avez un mot, à l'endroit de ceux qui font le faux de ce que vous faites. Justement. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Si vous faites l'union, maintenant vous faites le tri. Parce que vous devez aussi être célèbre. Absolument. Comme il y a effectivement il y a des brebis galeuses. des brebis galeuses. Absolument. Il y a le charlatan des charlatans. Voilà. Absolument. Donc, si vous réglementez votre domaine, je pense que vous allez tirer quelque chose de bon et vous allez aider énormément de personnes. Absolument. Mais Dr Hobson, justement, des gens profitent. Depuis que le coronavirus est là, on vend le faux. Oui. Vous avez des faux Artemisia, faux Ikouk, faux quinine, fausses quinine que vous voyez. On a même attrapé dernièrement des gens qui faisaient des faux, la fausse quinine, le médicament, le kenkeliba. On vend des fausses écorces, on vous vend des trucs. Ce n'est pas. Les gens profitent pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est pas le moment de leur dire, de leur passer un petit message? Mais je pense que c'est de la malhonnêteté. Il y a des gens qui exploitent un peu cette situation de psychose.
hein, pour essayer de se faire de l'argent. Nous faisons la recherche, pas pour l'argent. Moi, l'argent, c'est pas mon premier souci, c'est d'abord la recherche. Okay? Mais il y a des gens qui se disent, bon, voilà une opportunité pour se faire de l'argent le plus rapidement possible. On s'en fout. C'est un peu comme vous voyez, il y a plein de choses dans le marché hein, qu'on vend et qui ne respectent pas les règles d'hygiène parce que les gens se disent qu'ils peuvent se faire de l'argent rapidement. C'est un peu le propre du Camerounais qui veut se faire de l'argent facilement. Hein? Et c'est des choses qu'il faut dénoncer. Ceux qui veulent faire de la médecine, que ce soit la médecine traditionnelle, qui se forment. Hein, qui soient formés et de manière à ce qu'ils ne puissent pas ternir l'image des autres personnes qui font du sérieux dans ce domaine, hein, qui se forment. Simplement, si vous voulez faire la médecine, allez trouver un naturopathe peut-être qui a de l'expérience, qui a fait ses preuves, qu'il vous forme, qui vous apprend étape par étape, mais ça, on ne doit pas brûler les étapes. On ne doit pas brûler les étapes, jusqu'à ce qu'on puisse maîtriser ce qu'on fait. Et à partir de là, maintenant, on peut faire gagner sa vie normalement et facilement sans pouvoir exploiter la psychose du public qui se dit, bon, on a besoin d'un médicament, on n'en a pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous tend la main, vous prenez, comme vous l'avez dit, à l'artémisia qui est mélangé avec le feuille de je sais pas quoi, de feuille de manioc, je sais pas quoi. Hein? C'est pas honnête, c'est pas bon. On a quand même le ministère de la Recherche scientifique qui est là. On a des organisations qui sont malheureusement, on a toujours, même parmi ces organisations, des gens qui viennent parfois pour créer une organisation, pas réellement pour aider, pour profiter un peu de leur position dans ces organisations-là. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on soit arrivé à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'il faut aussi que le gouvernement puisse accompagner ceux qui ont fait leurs preuves. Parce que là aussi, c'est notre problème. Vous voyez, vous faites des efforts, vous faites des preuves, vous prouvez que vous avez fait quelque chose, mais on vous ignore. Hein? Moi, ça fait 3 mois que j'ai déposé mes produits au ministère. On ne m'a pas fait un seul coup de fil. Vous voyez que c'est quand même scandaleux. Hein? Que depuis 3 mois, j'ai déposé mes produits au ministère, à la délégation aussi. On ne m'a pas appelé. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des choses importantes. Si on a envie de travailler dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines, il faut se former. Absolument. Or, les gens ne se forment pas. C'est-à-dire, on réfléchit en termes de profit, en termes de gains. J'ai vu que docteur tel a fait de la médecine. Comme je connais un peu la médecine des grands-mères, tout de suite, je saute dedans pour que je gagne beaucoup d'argent. Ce qui suffit que je sache vite parler, que je crée la psychose. Tout à fait. Et puis, on brûle beaucoup les étapes. Parce que pour faire quelque chose de bien, il faut qu'on y aille étape par étape. Or, si on ne brûle pas les étapes, on ne gagne pas vite l'argent. Finalement, on mêle n'importe quoi dans ce qu'on fait et on ternit la réputation. C'est un peu comme avec l'enseignement. Il y a des gens qui ont créé des écoles dans le monde, pas pour se faire de l'argent. Voilà, donc des gens qui ont créé des écoles parce que c'était l'enseignement. Et il y en a qui ont créé des écoles pour devenir riches. Absolument. Alors et ils sont devenus riches dans l'enseignement. Au détriment de l'enseignement. De l'enseignement, au détriment de l'éducation. Justement, on parle de l'école pour terminer cette émission. Dr Hobson, la rentrée a repris. Les enfants sont partis à l'école. Quel est le conseil que vous donnez aux parents aujourd'hui lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école comme ça? Bon, mais le conseil, c'est... Déjà, je ne sais pas si les parents peuvent contrôler la situation. On peut leur demander de respecter les règles d'hygiène. Mais... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut leur donner à boire, par exemple, je ne sais pas, des choses comme ça? Moi j'ai mis au point un sirop et un bonbon. Je les ai mis au point pourquoi? Parce que je voulais que le gouvernement puisse prendre ces 2 produits qui ont déjà fait leurs preuves et les distribuer dans toutes les écoles. Moi, je suis ce bonbon là tout le temps. Il est bon. Pour protéger les enfants. Il est très bon ce bonbon. Il y a du miel à l'intérieur, il y a quelque chose amer. Tout à fait. C'est des produits qui renforcent le système immunitaire. Si on pouvait le donner à tous les enfants, on n'aurait aucun souci de contamination ou d'infection entre les parents, les enfants ou les enfants et les enseignants à l'école. Malheureusement, ce produit est là. Il est utilisé. Il y a beaucoup de gens qui en profitent. Malheureusement, je n'ai pas encore. J'attends toujours qu'un mécène peut-être puisse le prendre. Moi, je me suis dit, si on me donne les moyens, je vais le suivre dans toutes les écoles du Cameroun. Dans tous les services publics aux fonctionnaires qui ont peur que vous arrivez quelque part, arrêtez. Monsieur, arrêtez. Et c'est souvent mal élevé ces derniers temps. Dès que vous venez dans le bureau de quelqu'un, arrêtez-vous là-bas. Je dis que, mais monsieur, c'est 1 mètre de distanciation. C'est comment? Je ne suis pas malade. Peut-être c'est vous-même le malade en même temps. Oui, donc on peut alléger cette psychose collective-là avec des produits comme ça. Parce que c'est le seul produit au monde. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas aller aux États-Unis, on vous donne un bonbon contre le corona. Il n'y en a pas. Et en plus, il est bon dans la bouche. Tout à fait. Moi, je le suce tous les matins. Tu m'as caché
lâcher le secteur. Étant de l'organisation de la société civile, mon rôle, c'est aussi que je vérifie ce genre de choses. Absolument. Que je parte sur le terrain et que je puisse aussi mettre la pression, Voilà. douce parfois à l'État. Je travaille beaucoup dans des écoles. Et pourquoi notre pas? souci, Why not? Oui, En pour fait, voir vous vous êtes rencontrés. On est à la fin de l'émission, Dr Hobson. Merci beaucoup. Vous avoir sur ce plateau était un véritable plaisir. On a beaucoup appris. Merci Cathy également. Merci Solange. Merci à... Voilà. Il va revenir, tout le monde dit, il va revenir la semaine prochaine. On continue si vous voulez. Voilà. Donc en tout cas, merci également aux téléspectateurs. Le numéro du Dr Hobson a été donné. Donc si vous allez sur la page Ça débat à l'instant, vous aurez son numéro qui est déjà noté. Donc vous pouvez l'appeler et il vous aidera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de choses, surtout beaucoup de santé, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.